Bonjour à tous, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui pour le numéro 53 de MPCM Madame Aferdita Bojiki, j'espère que je le prononce bien, avec qui je vais m'entretenir tout à l'heure pour commencer cette émission, comme c'est le jour de la femme, ce 8 mars. Je ne savais pas en l'invitant, mais je suis content que ça soit le cas. J'aimerais vous présenter ce numéro de l'Express sur la République des Mollahs, le nouvel axe du mal. Je vous le présente surtout parce qu'il y a un article absolument superbe sur Mazi Alinejad et son destin dans sa lutte contre le Mollah. Je crois que pour ce 8 mars, il fallait le présenter. Alors, pour commencer, je vais demander à Aferdita Bojiki de nous présenter le premier des livres qu'elle nous propose aujourd'hui, un magnifique livre. Pourquoi cet ouvrage de Virginia Woolf? Cet ouvrage, parce que je me disais que ça faisait sens, c'est la journée de la femme aujourd'hui, la journée internationale de la femme, le 8 mars. Et Virginia Woolf, c'est une auteure qui a justement beaucoup parlé de la condition de la femme, notamment dans ce livre. Et c'est ce qu'elle dénonce qui moi, me parlait, faisait sens, c'est-à-dire la soumission de la femme auprès de l'homme pendant des siècles. Et ce qui était assez nouveau pour moi, je l'ai relu, hein, je l'avais lu toute jeune, mais étant voilà, femme qui avait vécu déjà une partie de sa vie, c'était encore plus parlant, cette histoire. Donc, ce qu'elle met en avant, c'est le fait que pour créer, pour exprimer son génie, une personne doit avoir du temps, de l'argent et une chambre à soi, c'est-à-dire un espace physique et peut-être l'esprit libre pour pouvoir le faire. Or, la femme, dans la condition dans laquelle elle a vécu pendant tous ces siècles, n'avait pas cette opportunité-là, d'où l'absence de création peut-être d'œuvres ou de femmes, d'auteurs-femmes, enfin l'absence, c'est-à-dire la rareté plutôt que l'absence. Et puis le deuxième livre que vous voulez nous présenter? Alors, une autre auteure que j'aime beaucoup et que j'ai découvert ces dernières années, c'est Leila Slimani, qui est une auteure franco-marocaine et qui aussi, elle, parle de la condition de la femme, notamment au Maroc, pays où elle est née. Elle dénonce, elle a le courage de dénoncer le régime de son propre pays, donc elle se met en danger pour ça, donc je l'admire aussi pour son côté militant. Et les prix Goncourt avec Chanson douce. Les prix Goncourt avec Chanson douce en 2016, si je ne me trompe pas. Et ce qu'il a un peu propulsé et mis en avant d'ailleurs, et tant mieux. Et donc cette capacité aussi à raisonner et à réfléchir sur l'identité double qui me parle aussi finalement, franco-marocaine. Elle dénonce aussi la société occidentale par certains aspects. Donc elle a ce courage d'être assez, à mon sens, objective. Et le troisième livre? Et le troisième livre, c'est un livre de Léa Huppi, qui est une auteure albanaise d'Albanie. Elle vit à Londres, elle enseigne le marxisme dans une université prestigieuse de Londres. Elle a vécu dans le pays le plus fermé de l'Europe, qui était l'Albanie de Enver Hoxha, qui était une vraie dictature sous la tutelle de Moscou. Alors, donc c'est une autobiographie. Répétez son nom alors. Léa Huppi. D'accord. Libre, free en anglais. Okay. Et puis alors, comme c'est la journée de la femme, vous avez apporté un quatrième livre exceptionnellement. Ça, c'est un clin d'œil, on va dire. C'est une bande dessinée où on découvre par exemple Germaine de Staël, etc. Vous vous rappelez pourquoi ce livre vous avez plu? Il m'avait plu parce que c'est l'histoire d'une femme, et donc c'est l'histoire de la Suisse de cette époque, du XXe siècle, mais vue par la vie d'une femme. Donc je trouvais ça assez original de parcourir
l'histoire de la Suisse du XXe siècle, et aussi une manière très accessible sous la forme de bande dessinée. Alors, j'ai l'habitude de prendre une définition dans ce livre, Le Dictionnaire du Diable. C'est un ouvrage de la fin du 19e siècle de Ambrose Bierce, début 20e. Et naturellement, j'ai pris le mot femme. Il y a tout un poème avec, mais je vais me contenter de la définition et je pense que vous aurez une petite réaction salutaire. C'est des définitions un peu caustiques, mais dans différents sens. Et ici, femme, personne du sexe opposé ou sexe ferme. Eh bien, ça parle de la centralité de l'homme, c'est ce qu'on essaye maintenant de remettre un peu en question, effectivement. Sexe opposé vis-à-vis de qui? Vis-à-vis du sexe homme. Et la deuxième... Et puis le sexe ferme. Et le sexe ferme, alors ça c'est... C'est la fermeté de la femme par rapport à l'esprit différent de l'homme, bien. J'imagine que c'est ce que l'auteur a voulu dire. Ferme, est-ce que c'est un esprit ferme? Est-ce que c'est la fermeté dans ses prises de position? Le Narcisse Prat, qui est l'anarchiste valaisan par excellence, a fait ce dictionnaire insolent. Il a également donné une définition de femme qu'il a introduit par une citation de Paul Verlaine. Je fais souvent ce rêve étrange et pénétrant d'une femme inconnue et que j'aime et qui m'aime et qui n'est chaque fois ni tout à fait la même, ni tout à fait une autre, et m'aime et me comprend. Et puis dessous, il a cette définition, attention, Paul, Arthur est très jaloux. Ça vous dit quoi cette petite définition ? Je ne sais pas, c'est promouvoir la femme, l'amour, la beauté, les sentiments, c'est beau. Donc j'ai parcouru un tout petit peu ce qu'il y a sur Internet et à un moment donné, quand vous vous présentez, vous venez donc du Kosovo, hein, un pays des Balkans, et vous faites cette petite précision, le Kosovo sous l'ère Tito. Pourquoi vous présentez ici? C'est important ou c'est pour marquer une différence par rapport à ce qu'est le Kosovo aujourd'hui? C'est important pour moi parce que dans ce récit un peu de vie, je parle de ce qui m'a marqué. Et ce qui m'a marqué, c'était cette période de Tito. J'ai vécu pendant 7 ans, pendant la période Tito. Peut-être parce que cette période était paisible dans mon souvenir, mais objectivement aussi. Ce qui a suivi l'était malheureusement moins pour la Yougoslavie de l'époque et pour moi aussi. Donc c'était une sorte de nostalgie pour cette période qui était une belle période. La Yougoslavie était un pays unifié, les peuples s'entendaient un peu à la manière de la Suisse, mais sans la démocratie suisse. Même si on est le jour de la femme aujourd'hui, en suivant, je vais un peu vous surprendre peut-être, vous appréciez particulièrement faire la cuisine hein, et les recettes de grand-mère. Est-ce que vous avez là une recette à nous dire, à nous proposer comme recette de grand-mère? Alors, ce qui me vient à l'esprit là tout de suite, c'est un tiramisu aux framboises que j'ai fait hier soir avec mon fils pour des invités de ce soir. Mais c'est pas ça une recette de grand-mère, c'est juste un dessert, pardon aux Italiens pour le tiramisu classique que j'aime aussi. Une recette de grand-mère que je fais quasiment chaque automne, sauf l'automne passé, j'étais un peu occupée. C'est une recette qui s'appelle du ayvar. C'est une sauce à base, c'est du caviar de poivron. Pour simplifier, c'est une sauce à base de poivron, tomates, un peu d'aubergine et on met beaucoup de temps à le préparer, on n'ajoute pas de conservants, tout est dans la préparation, c'est beaucoup de temps pour préparer les poivrons, les cuire au four, les éplucher, ensuite la cuisson est très très longue et on mélange tout? Non, c'est si vous voulez que je vous dise la recette. Allez-y. Ah oui, alors je le dis. Un peu de temps. Alors voilà. Poivron, aubergine, tomate. Ce qui me plaît dans cette recette, c'est
Un peu un mixte d'identité. J'ai plusieurs identités et ça me plaît, comme beaucoup d'entre nous d'ailleurs. Je vais acheter les poivrons à Saxon et les tomates, tous les fruits à Saxon. Ensuite, je prépare les poivrons, je les épépine, je les mets au four. Enfin, je les lave, les épépine, je les mets au four. Ils sont bien cuits, un tout petit peu noircis, mais pas trop. Donc, ça prend du temps parce qu'il faut les tourner, etc. Ensuite, je les ressors. Donc, je fais une quantité, habituellement 20 kg, parfois 30. Donc, c'est beaucoup, beaucoup de travail. Et surtout, il faut faire en suivant. Ça se conserve, oui, une année. Donc je prépare les poivrons, ensuite j'enlève la peau, je les mets dans des films en plastique et je les garde une nuit, le lendemain, parce qu'il faut les cuire toute une journée, hein, parfois 12 heures, c'est une grande quantité. Je fais la même chose avec les tomates, soit je les blanchis dans de l'eau bouillante, soit je les mets au four. Les tomates, ça va un tout petit peu plus vite, donc on les coupe grossièrement, on enlève la peau, on les coupe grossièrement et on les met réduire d'abord les tomates pendant un long moment, un peu comme pour faire la sauce aux tomates. Et une fois que les tomates sont réduites, on rajoute les poivrons et on fait cuire encore très longtemps. Après, on rajoute les aubergines plus petite quantité. La proportion des poivrons, elle est bien plus importante. Et à la fin, on rajoute voilà, ce qu'il faut d'épices. Des fois, je fais une partie un tout petit peu plus épicée, l'autre moins. De l'huile d'olive, on prépare les bocaux. Je vais essayer. Voilà, mais je vous offrirai. J'ai plaisir à offrir à mes amis. Alors là, on va passer à peu près la moitié de on va passer à toute autre chose. Finalement, pourquoi de la politique? Quand et comment en Suisse? Comment ça s'est passé dans votre tête et dans le réel? Pourquoi la politique? Eh bien, parce que il me semble que la politique m'a suivie et au fond, je n'ai jamais été... je me suis jamais concernée vraiment comme quelqu'un complètement libre de la politique pour la simple raison, c'est que dans mon pays d'origine, eh bien, on était entouré des questions politiques, puisque les adultes en parlaient tout le temps, mes parents en parlaient tout le temps à table, et on en discutait. Il se passait des choses qui impactaient notre vie directe, donc on ne pouvait pas complètement vivre ni l'enfance, ni... L'enfance, oui, mais l'adolescence. Vous reportez la politique, ça a été une partie. Ça a été un sujet présent. Ensuite, aussi peut-être parce que je suis quelqu'un de volontaire et d'engagé. J'aime faire partie de la société, j'aime m'engager. Quand je suis venue en Suisse, c'était une évidence pour moi, d'abord pour pouvoir de m'intégrer dans des associations, dans des comités d'associations locales, de manière très naturelle au fond, mais peut-être par volonté aussi d'élargir mon réseau, de créer des contacts, puis ensuite aussi pour servir, puisque pendant très longtemps je faisais ce travail dans les commissions cantonales, certaines commissions cantonales aussi. Donc ça a été une évidence pour moi. Par contre, m'engager, me présenter sur une liste, c'est venu lors de la constitution, de la constituante. On va en parler tout à l'heure. J'ai vu que vous étiez à un moment donné, je ne sais pas si vous êtes encore au conseil municipal, oui, encore maintenant au conseil municipal. Alors, quand vous vous reportez à cette expérience, ça serait quoi le moment, je veux dire, où vous êtes senti le plus positif et le plus négatif? Deux moments qui vous viennent maintenant à l'esprit par rapport simplement à votre activité de conseillère municipale. Le plus et le moins. Le plus positif, c'est le fait d'être dans un exécutif qui, à moi, me plaît. On prend des décisions qui sont... où on voit un résultat dans plus ou moins longtemps. Mon idée, c'est est-ce quelque chose de concret, de positif, qui dans cette activité où vous dites, tiens, j'ai servi à quelque chose sur le plan concret? Par rapport à mes engagements, oui, alors ça me tient à cœur de pouvoir
de pouvoir mettre en place des projets qui sont concrets. Et là, en l'occurrence, dans la limite de mes, effectivement, de mes fonctions. Hein. On n'a pas tout pouvoir, comme on le sait. Sûr. Là, par exemple, j'ai insisté, en tout cas, j'ai contribué à ouvrir une UAPE, ce qui manque. Et puis là, en cours, il y a une nurserie qui va se concrétiser, j'espère, encore cette année. Parce qu'on manque de places d'accueil extra-familial, ça c'est pas un scoop, on le sait. Et comme c'est à la charge de commune de mettre en pratique cette loi, si on veut, de répondre aux besoins des familles, eh bien, il incombe à nous, élus et élus à charge d'éducateurs en question. Et puis le côté négatif, un moment négatif que peut-être vous regrettez ou qui vous vient à l'esprit? Je voulais quand même parler d'un autre aspect positif. Quand ça fonctionne bien, un collège, c'est vraiment une force et c'est un grand plus pour une commune. C'est le cas dans la commune de Monté, heureusement. J'ai beaucoup de chance de faire partie de ce collège-là parce que on met toujours au centre les citoyens et l'intérêt public. On ne perd pas cette énergie dans les guéguerres personnelles, dans des combats personnels ou vengeances parfois, s'il y a. Et c'est vraiment agréable. Donc on a plaisir à être là, à travailler et aussi à être dans des moments informels parce il faut se dire, à part les moments où on siège, on prend des décisions, il y a beaucoup de moments informels où il est bon d'être. Parfois, c'est clair que c'est une obligation, mais parfois, c'est un peu entre deux. Et dans ces moments informels où on a un contact avec les citoyens, dans des réceptions ou présentations ou clubs, etc., eh bien, quand on voit que tous les collègues viennent parce qu'ils ont plaisir à y être, alors même qu'ils n'étaient pas obligés, c'est là où on mesure un petit peu aussi l'entente. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de débat, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas parfois des moments où on argumente et on essaye de faire changer la vie, mais ça se passe de manière très démocratique et c'est ce qui me plaît. Et alors le côté négatif? Alors le côté négatif... Ou un regret de votre activité de conseillère municipale? Un regret, le côté négatif, c'est peut-être celui d'accepter d'être exposé, d'accepter certains enjeux de la politique stratégique et autres qui sont certainement ce qui me plaît le moins, mais aussi cette idée de s'exposer finalement on le voit, on s'expose aussi à des critiques. Mais... Ça, c'est un peu en contradiction avec un moment que j'ai lu dans lequel vous disiez, par rapport aux élections au Conseil des États, j'ai adoré être sur le terrain. Oui. C'est un peu en contradiction avec ce que vous venez de me dire, ou bien? Alors, ça a l'air, mais être dans le terrain, pour moi, c'est être au contact de la population, être au contact de ce qui sont sentir les besoins des gens. C'est comme ça qu'on entend vraiment ce qui se joue dans les problématiques. Alors, bien sûr elles nous arrivent aux élus d'une manière ou d'une autre, mais de manière spontanée comme ça, c'est... Mais pour la campagne d'élection au Conseil des États dans laquelle vous avez prononcé cette phrase, est-ce que, contrairement au Conseil municipal, on n'est pas trop éloigné des préoccupations des gens, disons, et que donc adorer être sur le terrain pour des problèmes abstraits, c'est peut-être pas ça, ou bien par rapport au Conseil municipal? Oui, parce que pour moi, il faut changer les choses. Les deux sont complémentaires, bien évidemment. On travaille, le pouvoir est échelonné à 3 niveaux en Suisse et les 3 niveaux sont complémentaires. Pour moi, c'est important d'avoir un impact aussi au niveau fédéral pour pouvoir changer le cadre général de la loi, parce qu'on voit bien, d'ailleurs, pour reprendre l'exemple de l'accueil extra-familial, on voit très bien qu'on peut faire ce qu'on peut sur le terrain. Il y a quand même une disparité entre les communes et
ça dépend du budget, ça dépend de la couleur politique aussi parfois des communes. Il y a plus ou moins des places qu'on va créer ou pas, plus ou moins des priorités qu'on va donner d'un côté ou de l'autre. Quand c'est un impact fédéral, eh bien c'est différent. On a vu avec la 13e rente, il y a des cantons qui sont plus généreux. Hein, c'est le cas du canton de Vaud, par exemple, pour certains aspects pour la famille aussi, mais tant que ce n'est pas un droit fédéral, eh bien tous les citoyens suisses ne sont pas logés à la même enseigne. Donc c'est important de pouvoir avoir un impact aussi à ce niveau-là. Vous parlez couleur politique, vous êtes membre du Parti Socialiste, alors comment vous avez vécu cette victoire, on va dire, ce succès, ce triomphe, on va dire, de la 13e rente qui a été menée, on va dire, par M. Maillard de magnifique manière. Comment vous, personnellement, vous l'avez vécu? Moi, ça a été vraiment une très belle victoire. J'ai été très heureuse de ce résultat. Je m'y attendais, j'avais juste un peu peur par rapport à la majorité des cantons, mais je m'attendais. Par rapport au peuple, j'avais senti que c'était plutôt bon. On a été dans la rue, on a été mettre des pamphlets dans les boîtes aux lettres du Valais. Je lis plusieurs parties. Ce travail de militante, vous l'aimez aussi ou bien? Oui, je l'adore. Mais pour en revenir à la victoire de la 13e rente, au-delà d'une victoire de la gauche, je crois que c'est une victoire du peuple. C'est aussi une victoire de la démocratie suisse. Je pense qu'il faut être capable, et la droite doit être capable de sentir à des moments comme ça, c'est important de lâcher, c'est important d'écouter les préoccupations des plus faibles, de ceux qui n'ont pas un impact, un lobbying assez fort auprès du Parlement à Berne, par exemple. Un vieil homme ne va pas parler tous les jours à un parlementaire de ses difficultés à arrondir ses fins de mois. Enfin, comment vous avez perçu les pharma ont moins de peine pour ça. Donc c'est important parce qu'en Suisse, on a une paix sociale qui est négociée. Et de ce fait, on fait confiance aux autorités et c'est une chance. Donc le peuple ne se soulève pas, on ne fait pas grève, on a dans l'esprit suisse comme ça une sorte de paix qui est négociée. Mais pour la 13e rente, c'était important qu'elle soit acceptée. Autrement, je pense qu'il y aurait quand même eu un mécontentement de la population, des gens qui sont préhérités et qui ont de la peine à finir les mois, surtout dans ce contexte de perte de pouvoir d'achat. Et je pense qu'à un moment donné, il y aurait eu une sorte de révolte, je ne sais pas sous quelle forme. Et à mon avis, il faut sentir ça. Il faut sentir ça pour dire... Là, comment vous avez vu la qualité de meneur, à mon avis assez extraordinaire, de M. Maillard dans ce mouvement? Ça a été quand même aussi une victoire personnelle, en plus d'une victoire collective et du peuple. Oui, moi je suis très heureuse pour cette victoire de Maillard. Ça valide son engagement politique et je ne vais pas dire qu'il est en fin de carrière, mais il n'est pas en tout début de carrière, donc ça lui rend honneur. De voir qu'il arrive, c'est quelqu'un qui est cohérent. Je pense que c'est ça qui paye. Maillard est quelqu'un qui arrive à convaincre, à vulgariser des concepts très complexes qui sont les assurances sociales et l'AVS. Et quand on l'écoute, c'est quelqu'un qui a une capacité de persuasion qui est énorme. Et il persuade même la droite, comme on l'a vu. Donc je pense que c'est la personnalité de Maillard, ce qu'il défend bien évidemment, mais aussi et surtout la manière comment il arrive à persuader, à exprimer des choses complexes. Et il est cohérent, il est honnête, il a une honnêteté et c'est difficile en politique à ce point-là. Donc je suis très heureuse. Je pense qu'il a été magnifique, on peut lui rendre honneur là. Maintenant, je viens sur un côté négatif. Ça a été un jour de grande victoire, mais aussi de grandes défaites, puisque la constituante a été, on peut dire, une débâcle d'un certain côté. Oui. Comment vous considérez ça? Comment vous l'expliquez finalement, cette dérive vers ce vote clairement négatif?
en tout cas, je le regrette. Je le regrette vraiment. C'était pas une surprise. Je l'avais pressenti. J'avais discuté. À ce point? Oui. J'avais suivi pas mal les réactions sur Facebook. C'est pas la seule mesure, mais disons que les réactions des gens sur le terrain, les préoccupations des constituants qui essayaient de faire, ceux qui essayaient de faire campagne pour, avec lesquels je suis en contact. J'ai essayé moi-même j'ai fait de la publicité pour, en tout cas, essayer de faire changer un peu les avis. Et je voyais qu'il y avait beaucoup d'obstacles, beaucoup trop de personnes dans le camp du non. Est-ce qu'il n'y a pas une responsabilité, enfin ça c'est mon analyse, hein, est-ce qu'il n'y a pas une responsabilité majeure du Parti socialiste dans cet échec? Je m'explique. C'est quelque chose de très important pour le Parti socialiste que le vote des étrangers sur le plan communal. Maintenant, vous avez dit qu'il faut percevoir la population, les temps, etc. On n'est pas dans les années 1990, on est aujourd'hui en 2024. Est-ce que ce n'était pas une erreur fondamentale que d'avoir voulu forcer le destin de la constituante en mettant sur le tapis ce vote des étrangers et en sachant que ce seul point en lui-même pouvait déclencher une valse de non? Si je comprends bien la question, il aurait fallu l'occulter complètement? Il aurait fallu ne pas... Alors, je dis la chose suivante. Il n'y a eu aucun problème pour les constituants d'occulter complètement le tabou des demi-cantons. J'ai envie de dire, si on se place sur ce terrain du déni, pourquoi ne pas avoir mis effectivement dans le même rang la question des étrangers, ce qui aurait inéluctablement provoqué moins de votes négatifs? Alors, je n'ai pas analysé le vote en détail, hein, à savoir qu'est-ce qui a fait que... oui, mais on sait très bien que la variante portait que sur cette question. C'est vrai. Portait que sur cette question. Indépendamment de la complexité de la variante, la variante, elle porte sur le droit des étrangers. Et on sait très bien qu'intuitivement, par rapport à ce qui se passe aussi dans le monde, etc., dans nos pays voisins, ce non, il était ressenti. Et donc, il pouvait inconsciemment se mettre sur un bulletin de vote, quelles que soient les autres normes constitutionnelles. Je ne suis pas sûre que les différents progrès, changements qu'introduisait la Constitution auraient quand même convaincu la majorité de la population valaisanne. Donc, ce que vous dites, c'est qu'en dépit du... Si le tabou avait été exécuté, c'est-à-dire si on n'avait pas mis sur la table le vote des étrangers, le vote aurait tout de même été négatif. Je crains que oui. D'accord. Mais j'ai un autre reproche à faire. Pour répondre à votre question, on est dans... ce serait quand même manquer de cohérence que par rapport à la défense des droits des étrangers, que de ne pas mettre ce droit-là, qui est quand même, il faut le préciser, un droit de vote des permissés et d'éligibilité des permissés et avec 10 ans de séjour. Donc ce n'est pas très élargi. J'ai naturellement personnellement voté comme vous sur la question, mais empêche qu'on est confronté ensuite à ce résultat. Alors question cohérence, il y a un autre point, un reproche aussi très important que je fais au Parti socialiste, c'est le fait d'avoir, au moment où on élisait la constituante, dit de manière très claire qu'on allait voter pour une proportionnelle au Conseil d'État. Il y a eu 3 votes successifs, toujours les membres du Parti socialiste et les écologistes aussi ont voté dans ce sens, et quelques membres du Parti Appel Citoyen, enfin du mouvement. Comment ça se fait que tout d'un coup, quand on arrive à une sorte de 4e lecture, il y a eu ce revirement spectaculaire en se disant « Ok, on va abandonner la problématique de la proportionnelle d'un Conseil d'État à 7, et puis on pense aller avec cette Constitution, avec le droit de vote des étrangers, sans la proportionnelle, pour se retrouver aujourd'hui devant un résultat catastrophique pour le Valais de demain. » Est-ce qu'il n'y a pas une responsabilité du Parti socialiste? Je pense que la gauche a dû faire des compromis et lâcher certaines priorités pour être sûr mais c'est intelligent que c'est un travail commun.
c'est un travail commun et pour donner une chance à ce que cette constitution passe. Mais la preuve. Oui, la preuve, malheureusement, ça n'a pas fonctionné malgré cette négociation de 4 ans entre tous les constituants. Mais aujourd'hui, rétrospectivement, est-ce que vous pensez sérieusement que si la variante avait été sur la question proportionnelle et pas sur les étrangers, on se serait retrouvé dans la même situation, franchement? Peut-être il y avait moins de risques en effet, je suis d'accord avec vous. Il y avait plus de chances pour que ça passe, même si je doute que la grande majorité des Valaisans auraient accepté. Oui, mais parce qu'il y a un des arguments qui revient, qui dit qu'il y a eu trop de changements, on a voulu trop faire de choses, etc. Mais si on votait séparément, par exemple, sur le tribunal de la famille, ou sur la question de la proportionnelle, ou sur telle autre norme, par exemple celle des régions et des districts, est-ce qu'on pense sérieusement que le vote aurait été de cet acabit? Je ne pense pas, on ne peut pas dire ça. Probablement pas, en effet, parce qu'on aurait pu avoir un choix sur le degré de progrès qu'on accepte ou pas, en effet. Mais en même temps, la Constitution avait 100 ans, et si on refait une Constitution de 100 ans, par essence, on y intègre tout de même assez de changements. Autrement, à quoi bon faire tout ce travail pendant 4 ans? Le peuple a voté ans. à 72% en faveur d'une constituante. Oui, est-ce que ce n'est pas un désaveu complet au final, finalement, sur ces constituants qui ont été... Pas au travail, presque... constituants qui sont censés être les représentants délégués du peuple que vous voulez servir? Alors, j'espère pas, parce que ce serait vraiment pas leur rendre hommage. Oui, mais on parle de 72% à 37%. Mais tout à fait. Ils ont fait tout de même un bon travail d'élus. Après, je pense que c'est intéressant, après coup, d'analyser quand même ce refus et de voir, prendre acte et de voir qu'est-ce qui est possible d'intégrer petit à petit en analysant où il y a eu des résistances et qu'est-ce qui a été négocié plus longuement, etc. Et de reprendre certains éléments au Parlement valaisan, au Grand Conseil, et peut-être d'essayer d'avancer comme ça. On n'a pas le choix, de toute façon, on en est là. Donc je pense que ils ont fait le travail qu'ils devaient faire. Je suis reconnaissante par rapport à leur travail. Maintenant, évidemment, l'échec est cuisant. Hein, c'est bien dommage. Est-ce que vous avez quand même ressenti, contrairement aux propos de Franz Ruppen à l'issue du résultat, qu'il y avait quand même une scission assez importante entre le Haut-Valais et le Bas-Valais? Ou bien vous êtes partisan de l'unité cantonale en faisant fi du tableau de la séparation que je soutiens? Alors, l'unité cantonale nous a réussi jusque-là. On sait qu'à certains moments, et notamment lors des votations, il y a une scission, il y a des... on sait, hein, surtout pour des questions de progrès social, le Haut-Valais vote comme une partie de la Suisse allemande. Donc on sait qu'il y a une différence, peut-être culturelle aussi. Mais est-ce que ça justifie pour autant une vraie séparation? Demi-séparation, c'est assez radical. Oui. C'est assez radical comme proposition. Je ne m'aventurerai pas dans ce terrain-là. Je change complètement de sujet, peut-être par intérêt familial, puisque ma sœur était précédemment membre du conseil de la Castalie, et j'ai vu que vous venez d'y accéder en quelque sorte. Oui. C'est quoi votre regard sur ce que vous pouvez apporter à une institution comme la Castalie de par votre parcours? Je pense que j'ai une expérience de terrain dans le domaine du travail social, un peu de l'enseignement, et qui touche beaucoup cette problématique de l'inclusion, cette problématique de la place des personnes à besoins spécifiques dans nos sociétés et dans les écoles et dans les institutions. Donc c'est une question
qui revient sans arrêt parce que on a une volonté politique d'avancer dans ce sens et on voit qu'on est un peu dans les prémices d'un nouveau système. Il est question de réfléchir pour voir quels sont peut-être les obstacles et comment discuter avec tous les acteurs pour amener... L'avis des parents et puis votre perception de la réalité quotidienne des personnes handicapées, gravement handicapées qui sont à la Castalis, c'est aussi un guide pour vous par rapport à ce que vous voulez apporter au conseil de la Castalis? Oui, mais la connaissance aussi des assurances sociales, la connaissance du système social et des difficultés des parents par rapport à d'autres aspects. Ces parents sont les parents de cet enfant, mais ils sont aussi les parents d'autres enfants, ils sont aussi des employés quelque part, etc. Donc est-ce que vous ressentez une sorte de ségrégation du handicapé dans la cité? Je pense qu'on a beaucoup progressé par rapport aux droits des handicapés et la Hollande, elle a introduit beaucoup de progrès et je crois qu'elle est quand même pas mal respectée. Hein. Bien sûr qu'il y a des choses à améliorer au niveau des infrastructures, etc. Mais je crois que c'est quand même une loi qui est appliquée et qui fonctionne, qui protège bien les personnes en situation de handicap. Maintenant, la problématique des personnes en situation de handicap, elle est semblable à celle des personnes simplement différentes, qui ont un peu moins de chance dans notre société, qui sont partis avec un autre handicap. On peut parler d'handicap au sens large. Donc elle est celle de courir après un système qui est de plus en plus dans la performance, de plus en plus dans la méritocratie, de plus en plus dans... Donc on court un peu derrière un idéal qui, au fond, devrait ne pas exister. C'est ça le vrai challenge et le vrai problème, mais de tout un chacun, de se dire, mais à quoi bon? Est-ce qu'on va continuer comme ça à vouloir une performance à tout prix je parle de ça parce que je prends l'exemple de... J'ai suivi des élèves à l'école primaire et au cycle. Pendant 2 ans, j'ai travaillé sur ce terrain en faisant une formation à la HEP. En même temps, c'était en emploi. Et je voyais, malgré la compensation qu'on intègre à l'école de son handicap, on a des mesures pour les accompagner, etc. Il y a quand même toujours cette idée qu'il faut arriver à une très bonne note. C'est comme si on courait, ces élèves couraient un peu après. Et c'est pas volontaire, c'est le système qui nous emporte dans ça. Mais même quand on n'a pas de handicap, hein, parce qu'on est je pense qu'il faut questionner le système entier en donnant la place à chacun, mais peut-être un système complètement différent. Les pays du nord de l'Europe, moi je les prends en exemple parce que pour moi c'est des systèmes qu'on pourrait appliqué en Suisse, en fait. La Suède, la Norvège, en système d'intégration, d'inclusion qui est beaucoup plus doux et beaucoup moins dans la performance. Ça, c'est le vrai challenge et le vrai malheur, je dirais. Ouais. Je fais un saut là. Si je vous ai invité aujourd'hui, c'est que j'ai été assez méchamment... comment dirais-je, lorsque j'ai vu cette problématique qu'il y a eu dans le Blick avec vous, je trouvais que c'était une attaque d'ailleurs venant d'une journaliste femme par rapport à quelqu'un qui n'était plus candidate puisque c'était après les élections. Comment vous avez vécu, je ne veux pas rentrer dans le détail de ce qui s'est passé, mais comment vous avez vécu en quelque sorte cette attaque journalistique du Blick? Je l'ai évidemment... Est-ce que c'est quelque chose de banal, que vous écartez tout de suite, ou vous vous êtes dit, je ne sais pas, quelle était votre réaction personnelle? J'avais été contactée par un journaliste du Nouvelliste avant le Blick pour les mêmes raisons. Il m'avait annoncé qu'il y a un monsieur qui était venu pour donner
son avis par rapport à mon récit. Et ils m'ont demandé de fournir des réponses. J'ai fourni des réponses, beaucoup moins étoffées qu'à Blic, parce qu'à Blic, j'ai envoyé tous mes diplômes, même des diplômes que j'avais oubliés, comme des cours de brevet de comptable au centre de formation de Sion. Enfin, pendant 3 ans, j'avais fait des formations comme ça que j'avais même oubliées, parce que je suis assez dans le mouvement en général. Et dans l'action, et j'avais oublié, donc j'avais envoyé ces arguments, ces réponses, et ils ont jugé pas utile et pas d'intérêt public, j'imagine, de le publier. J'étais quand même très étonnée déjà là, avant la réaction de Blic, j'étais étonnée qu'on s'intéresse à ce qui semblait pour moi être quelque chose de déjà injuste, parce que ce qui est dit est complètement faux. Et donc comment revenir à des est-ce que je vais publier des détails, des dates, des diplômes, non, je ne vais pas aller jusque-là, parce que c'est donner du crédit à des personnes qui ont visiblement envie, enfin, en tout cas, un intérêt de nuire, et vraiment gratuitement. Parce que l'intérêt public, en plus de ça, il est loin d'être réel, franchement. Moi qui ne le connaissais pas, j'ai juste jugé en quelque sorte, disons, porté un jugement sur le texte journalistique plutôt que sur la personne, ça ne m'intéressait pas. Mais par contre, quand j'ai rencontré, quand je n'ai pas vu votre parcours, moi ce qui m'intéresserait alors, c'est de dire votre parcours, on va dire, de formation. Mais en gros, parce que finalement, il y a eu une sorte de montée. Vous avez dû, à un moment donné, abandonner pour des raisons financières, enfin, par rapport à votre situation familiale. Mais tout de même, vous avez lutté pour une sorte de progression, on va dire, de scolarité. Et ça, j'ai trouvé assez impressionnant. Donc, simplement, dire le chemin que vous avez pris, jusque, je crois qu'à la fin, il y avait un master en travail social. Oui, alors ça a toujours été une envie de... Donc vous avez fait une partie de l'école primaire au Kosovo? J'ai fait l'école primaire au Kosovo. Donc c'est intéressant de dire, si vous permettez, parce qu'en fait, la langue, ma langue maternelle, elle est un dialecte de la langue standard. Et quand je suis allée à l'école, c'était la langue standard albanaise, c'est un peu le rapport du suisse-allemand avec le Hochdeutsch. Et ensuite, quelques années après, très peu d'années après, on apprenait le serbo-croate qui était à l'école, donc qui était la langue officielle, seule langue officielle du pays. Et le donc vous parlez l'albanais, vous parlez le dialecte kosovar plus le serbo-croate. Alors le serbo-croate, je l'ai appris comme langue étrangère, ma première langue étrangère, comme on apprend l'allemand dans la partie francophone. Sauf que le serbe était en cyrillique, donc c'était assez intéressant. Moi qui adore les langues, c'était intéressant quand je reviens en arrière. C'était riche, en tout cas, pour moi, à mon sens. Ensuite, j'ai fait ce qu'on appelle le collège, là-bas, l'école, on appelle ça l'école secondaire, le collège, en sciences naturelles. J'adorais les sciences naturelles, simplement, à cette période. À quel âge vous êtes arrivé en Suisse? À 22. D'accord. Ensuite, après le collège, j'ai décidé, parce que c'était aussi un peu par défaut, bref, de faire la faculté en économie, parce que c'était une des rares fois qui pouvait nous amener à un travail. Il y avait un contexte économique et politique déjà à cette époque-là qui était instable en Yougoslavie. Et j'avais choisi l'économie, donc j'ai fait les 3 j'ai suivi les 3 premières années. À l'époque, c'était la licence, comme en Suisse d'ailleurs. Le bachelor n'existait pas, d'où cette confusion avec des termes, etc. Et j'avais passé les examens qui étaient l'équivalent d'un bachelor. Les 2 premières années et quelques-uns du 3e. Maintenant, je n'ai pas repris les diplômes parce que je n'ai pas été les redemander, les certificats. En fait, c'est effectivement pas un diplôme, mais qui est l'équivalent d'un bachelor parce qu'il fallait arriver au bout de 3 ans d'examen pour avoir la licence. Or, je n'ai pas eu le temps puisque je suis venue en Suisse, mais ayant toujours cette envie d'avancer, d'apprendre, de faire un métier, de travailler, de faire partie de la société, de contribuer, d'être indépendante surtout et libre. C'est ce qui, moi, m'a toujours poussée aussi. C'était mon moteur. Et donc, je suis venue, le contexte, je l'ai expliqué, dans lequel j'ai décidé de partir. Et
Et quand je suis arrivée en Suisse, évidemment, il fallait apprendre le français, une langue à 22 ans, une langue autre que celle que j'avais l'habitude de pratiquer. Et je suis, voilà, le contexte faisait que je devais faire le choix d'une formation courte pour arriver le plus vite possible à un emploi. J'ai choisi de faire cette école de commerce qui m'a amenée assez rapidement à... Mais j'ai eu de la chance de pouvoir faire justement la dernière année, puisque mais ça faisait juste 1 an et demi que j'apprenais le français, mais il n'y avait pas de soucis. D'ailleurs, c'est un détail, mais j'étais dans la volée. C'était une école privée à Montreux, et après les examens étaient l'équivalent d'un CFC d'employé de commerce suisse. D'ailleurs, vous avez travaillé dans la J'étais comptabilité 3e dans la volée, j'étais 3e, j'avais une note 4,8 pour dire que ça faisait juste 1 an et demi que j'apprenais le français. Vous avez travaillé dans la comptabilité? Après, j'ai travaillé dans la comptabilité en Valais, à l'office de l'asile pendant 7 ans. J'ai aussi travaillé comme traductrice bénévole, écrivain public et interprète bénévolement pendant vraiment plus d'1 décennie pour les gens qui venaient des Balkans, des Bosniaques, des Albanais, des Serbes aussi parfois. Donc c'était comme ça. Il y avait un contexte où les gens étaient... il faut mettre les choses dans le contexte. Les gens des Balkans à ce moment-là, venant des Balkans, c'était la première génération. Ou alors... c'était la première génération qui ne comprenait pas le système, qui ne comprenait souvent pas la langue et qui était assez limitée pour faire des démarches, pour des choses parfois très simples. Et le fait de travailler ensuite donc, dans ce milieu des étrangers, etc., c'est ça qui vous a conduit aussi à vous diriger du côté du social, parce que vous avez fait après une formation sociale. Alors j'aurais voulu faire le droit, mais malheureusement, voilà, il y avait pour moi une nécessité économique, déjà pour gagner ma vie, moi, et être indépendante en Suisse, mais aussi pour pouvoir subvenir aux besoins de ma famille, qui n'avait plus aucun revenu, qui n'avait même plus de maison. J'ai reconstruit des maisons, voilà, c'était pas des petites sommes. J'ai engagé mon salaire vraiment aussi en grande partie pour eux. Et là, j'étais dans le domaine social, et c'est un domaine qui me plaisait. Donc, et aussi, c'est une des rares formations qu'on pouvait faire en emploi. Comme je devais conserver le travail, je me disais, mais je ne peux pas me permettre de quitter l'emploi pendant 4-5 ans, je n'ai pas les moyens. Donc, j'ai regardé quelles étaient les formations qui pouvaient se faire en emploi, et j'ai fait la formation en emploi. Pas par défaut, parce que j'aimais beaucoup ça, mais j'aimais potentiellement beaucoup de domaines. Enfin, ça, j'ai adoré les sciences, j'aurais pu faire les sciences, et j'aurais aimé faire les études de droit aussi. Il y a un moment dans vos présentations où vous avez dit qu'il y avait des circonstances, vous avez analysé le marché de l'emploi et vous avez dit oui, il y a tout de même une discrimination des Albanais qui doivent promouvoir beaucoup plus. Est-ce que vous voyez une amélioration entre le moment où vous êtes arrivé en Suisse et aujourd'hui sur l'intégration des Albanais? Oui, je pense qu'il y a eu effectivement un progrès. Alors, moi, je n'ai pas pour habitude de rester dans la position de la victime, voilà, parce que c'est dans ma nature de dire, ok, je constate une réalité, je constate les obstacles qui sont inhérents dans toutes les cultures, tous les endroits. Dans mon pays d'origine, on est peut-être aussi... un peu raciste, un peu hostile envers d'autres nationalités, etc. On peut l'être, c'est l'être humain. Donc je ne m'enferme pas dans ce rôle de victime, je me dis, ok, je constate la réalité, puis je vais en avant. Comment est-ce qu'on peut avancer avec ça, en tenant compte de ce fait-là? Éventuellement un obstacle, éventuellement... Alors, pour en revenir au progrès des personnes d'origine albanaise, oui, en effet, il y a eu je pense qu'il y a eu
un mieux, simplement parce que les gens de la deuxième génération ont aussi pu, entre deux, faire des études pour certains, ou devenir entrepreneurs pour d'autres, ou travailler. Malheureusement, il y a peut-être quelques-uns qui n'ont pas pu s'intégrer, qui ne peuvent toujours pas bien s'intégrer, mais disons qu'une majorité avance, une majorité trouve la place dans la société, petit à petit, d'une manière ou d'une autre. Il y a moins aussi cet aspect groupe, cet aspect un peu ghetto dans le sens plutôt négatif, aussi du contrôle social que moi j'ai subi aussi au départ, quand j'ai décidé déjà de quitter un homme, ce qui ne se faisait pas, et aussi après d'en choisir un qui n'était pas de ma nationalité, qui était suisse. Justement, je connais pas mal d'Albanais qui sont vraiment très bien intégrés en Suisse, qui ont des activités professionnelles vraiment sociales et impliquées, etc. Et puis il y a un truc, moi, qui m'a surpris, sans que je porte de jugement foncièrement négatif, mais quel est votre regard de femme socialiste d'origine de ce pays sur ces hommes qui vont au Kosovo, en quelque sorte, choisir leur femme parce que la culture albanaise, en quelque sorte, entre guillemets, l'exige, et reviennent avec cette femme parce qu'ils considèrent que les qualités de cette femme sont plus, disons, dans ce qu'ils attendent d'une femme au foyer. Alors, il faut savoir les... J'exagère pas en disant oui, ça. Ok, alors il faut voir les motifs de ce choix. Est-ce que c'est par volonté d'aller avoir une femme un peu plus soumise Parfois, nous, Suisses, on aurait un peu ce sentiment, c'est vrai. Alors, je ne sais pas si les motifs sont que cela. Il y a eu ce choix d'épouser quelqu'un de semblable, on va dire, ça c'est assez humain. Tout à fait. Sa culture. Voilà. Mais il est quand même plus... il est plus large que ça. Il y a dans certaines cultures une propension à l'endogamie, je crois, on appelle ce terme-là, c'est d'aller choisir quelqu'un de sa propre communauté pour se marier avec. C'est le cas, il paraît, pour certaines études le prouvaient que en partie les Portugais, surtout du Nord, avaient aussi cette tendance-là. Dans la communauté albanaise, ça a existé effectivement beaucoup, en tout cas quand moi je suis arrivée en Suisse, c'était la règle. Mais je ne suis pas sûre que ce soit le seul choix. C'est aussi une pression culturelle derrière, communautaire, pas uniquement un choix par rapport à... Ça peut l'être individuellement de temps en temps, comme ça l'est pour certains hommes suisses qui ont été parfois en République dominicaine ou ailleurs chercher des femmes parce que voilà, leur désir c'est d'avoir une femme qui est peut-être qui fonctionne de manière plus traditionnelle. Et ça, c'est un choix individuel. Mais si on parle du groupe, de la communauté, effectivement, il y a aussi une pression derrière. Il y avait, en tout cas, je mets au passé parce que ça change, heureusement, ça s'ouvre. Il y avait une pression de la communauté parce que, je pense, c'est historique, en fait. C'est par crainte de disparaître en tant qu'ethnie et culture, de par l'histoire. La communauté kosovare a eu été en fait en danger de disparaître. Et ça vient peut-être aussi de ça. Je ne sais pas par rapport aux personnes que vous connaissez, quels sont les motifs, mais ça change. Toujours est-il que ça crée des drames quand ce n'est pas un choix et quand c'est subi, et c'est bien dommage. Parce que je connais personnellement des personnes qui ont aussi dû subir une pression comme ça. Moi, j'avais fait le choix, mais consciente de cette réalité. J'avais fait ce choix et je savais que je provoquais des réactions qui étaient négatives à mon égard. Je les vivais. Il n'y avait pas un grand impact parce que je faisais toujours partie de la communauté suisse, en fait. J'avais toujours, de par mes activités, mes choix, fait en sorte de ne pas appartenir à un seul groupe, mais d'être un peu un élément libre comme ça,
qui a un peu Voilà. plusieurs identités. J'ai eu de la chance j'ai eu des remarques négatives au départ par rapport même au choix de dire que je quitte un homme parce que quitter quelqu'un parce qu'on ne l'aime pas n'était pas une raison. Je n'allais pas inventer qu'un homme m'avait frappé, c'était pas le cas, ou qu'il y avait eu des violences, c'était pas le cas. Il y avait eu aucun problème ni pendant ni après, enfin quelques petites lâchetés comme celles que la personne prouve maintenant malheureusement, qui ont fait que mon choix était définitif et que je le regrettais plus après, mais toujours est-il que c'est un choix personnel. Mais j'avais cette conscience-là de brader en tout cas des interdits ou de un peu provoquer un changement. Et ça me plaisait, c'est mon côté féministe, c'est mon côté aussi libre, c'est mon côté à ce moment-là un peu rebelle. Ensuite, je suis tombée heureusement amoureuse d'un Montaisan, d'un Suisse, avec lequel on a un garçon de 19 ans maintenant. Et ça a été aussi une réaction négative de certaines personnes qui ne comprenaient pas. C'était pas forcément personnel, simplement dans leur manière de voir les choses, ce n'était pas acceptable. Or maintenant, ces mêmes personnes, leurs enfants, sont mariés avec des Suisses ou avec des Portugais ou avec d'autres nationalités. Donc pour vous dire que les choses avancent, heureusement, que les choses changent et les mentalités s'ouvrent. Parce que pour être intégré, il faut un mouvement dans les deux sens. Des personnes qui arrivent vers la culture et aussi de la communauté d'accueil vers les personnes, une ouverture par rapport aux personnes qu'on accueille. Mais moi j'ai toujours pris comme obligation, mais c'était pas négatif, c'était aussi un grand plaisir de vivre avec les gens. Peut-être parce que je n'avais pas l'impression de négocier beaucoup de choses. Dans ma culture ou dans ma manière de fonctionner, il n'y avait pas une grande différence entre ma manière de fonctionner au Kosovo, moi femme au Kosovo et femme ici en Suisse. Simplement, voilà. La Suisse m'offrait plus d'opportunités. Il y a un truc qui m'a étonné, on a parlé avant de tactique politique, etc., qu'on a fait des concessions, etc. Et vous avez indiqué, à un moment donné, il vous a été reproché finalement de faire alliance avec Beat Rieder. Vous avez vu ça, comment vous l'expliquez? Parce que finalement, on a là le prototype de l'homme de droite conservateur, noir du Haut-Valais, naturellement avec de fortes convictions, qui sont assez souvent contraires aux vôtres. Alors pourquoi, dans une élection dans laquelle finalement vos chances d'être élu étaient quand même réduites dès le départ, pourquoi avoir choisi C'était pas vraiment un choix, c'était plutôt un malentendu. D'accord. Donc j'avais pas réfléchi aux questions politico-politicienne à ce stade-là. Je pensais que ça allait venir un peu plus tard. Ma raison de mon engagement, c'était celle volontaire, c'était celle de visibiliser une femme, de visibiliser aussi une politicienne. On vient de parler des communautés étrangères. Je pense que pour le Valais, je pensais apporter quelque chose de positif en m'engageant aussi à ce niveau-là. C'était pas le sens de ma question. Hein, je sais. Donc c'était pas l'idée... à ce moment-là, je ne me posais pas ces questions de dire stratégiquement pour qui j'allais voter. Voilà, avec mon parti, on n'avait pas encore abordé cette question. Et elle est arrivée un peu tôt pour moi. Donc j'étais un peu prise au dépourvu. Et au moment où la question a été posée, je me rappelais, voilà, j'avais perdu le fil de ce qui était posé comme question, parce qu'il y avait deux questions une après l'autre. Bref, donc c'était pas un choix de dire Beat Rieder stratégique, je fais alliance parce que si c'est lui qui est élu, quelles sont les chances. Non, j'avais absolument pas encore réfléchi à ça. Donc c'était voilà, peut-être une erreur de débutant, hein, j'en sais rien, je l'assume complètement, il n'y a pas de souci, c'est comme ça. Et puis alors aujourd'hui on est dans la journée de la femme. Mais ça a été repris après et puis et voilà, bon. Voilà, les journalistes, ils ont le droit de reprendre ça et d'autres personnes bon, aussi. Mais... Aujourd'hui, on est le 8 mars, Journée internationale de la femme. Alors, la une du Monde, c'est sur MeToo dans les universités, dans les écoles, dans le cinéma, etc. C'est quoi votre regard très rapide sur ce mouvement dans le sens...
parce que je vais recevoir prochainement une autre femme et m'exprimer là-dessus. Ce balancier, est-ce qu'il n'est pas trop abrupt pour les hommes aujourd'hui? Alors, on est dans une phase de transition, de chamboulement. Et dans toute phase de transition, il y a effectivement une position inconfortable. Pour les uns et les autres d'ailleurs, hein, pas uniquement pour les hommes, pour certaines femmes aussi. Je m'explique. Je pense que c'était nécessaire que les langues se délient. Je pense que c'était nécessaire qu'on puisse dénoncer parfois des systèmes, je dis, hein, qui étaient... tout de même assez organisé comme ça. En tout cas, le système faisait que les choses étaient possibles sans qu'il y ait, une suite, hein, où la personne soit punie pour ses actes. Donc, le système légitimait un petit peu à certains endroits. On parle là de MeToo, on a certains acteurs, etc., dont on parle ces temps. Donc, il fallait peut-être un gros coup de gueule, comme il y a eu un gros coup de gueule en 71, pendant la récente grève des femmes, etc. De temps en temps, je pense qu'il est utile d'en parler, d'aborder le sujet de manière publique. Après, je pense aussi que pour dire qu'il y a un problème, que dans ce système, il y a peut-être une partie de la population qui ne profite pas vraiment des privilèges. Mais là, en l'occurrence, à qui profitait le système du patriarcat? Si on répond à la question de manière un peu réductrice, on dit plutôt aux hommes. Donc il fallait quand même corriger ça, à mon sens. Moi, je suis pour la cohabitation des systèmes familiaux différents, traditionnels, pourquoi pas. Et moi, j'ai grandi dans une famille traditionnelle. Ma mère s'est consacrée à la famille. Bon, elle avait regretté de ne pas faire des études et d'avoir un travail à l'extérieur, mais j'ai grandi dans un système, dans un modèle de famille traditionnelle. Et je sais quels sont aussi les avantages et les côtés positifs. C'est très enveloppant, c'est très sécurisant, etc. Donc je suis consciente de ça, mais je suis aussi consciente de qu'est-ce que ça veut dire être une femme, vivre dans une société patriarcale, parce que pour le coup j'ai vécu aussi en tant que jeune, adulte ça aurait été plus compliqué, j'imagine, mais ça m'a... donc je suis consciente un peu des avantages et des inconvénients. Dans notre époque, je pense que on est allé un peu loin pour pouvoir rééquilibrer ensuite les choses. Alors oui, on dénonce, parfois ça peut même être amené à des dérives, on peut aussi accuser quelqu'un à tort et utiliser cette vague-là pour pouvoir... donc ça peut être... Pour moi, c'est important qu'on puisse en parler, que les victimes puissent s'exprimer, qu'on soit sensible à ce sujet-là, mais ça questionne la place de la femme et de l'homme dans notre société, auprès de la famille, au travail, etc. Donc pour moi, ça questionne... plus largement cet équilibre qu'on doit retrouver entre les hommes et les femmes. Aujourd'hui, on parle par exemple, de la place de l'homme dans la famille. Je pense qu'une garde partagée lors de séparation ou de divorce rééquilibre les choses pour tout le monde et c'est vraiment une bonne solution. On voit qu'actuellement, on sait, les statistiques, les études le prouvent, que les femmes ont été prétéritées par la maternité au travail, par rapport à leur carrière, par rapport aussi à leur vieillesse, assurance vieillesse. Mais on voit qu'il y a un changement d'attitude. Et puis elles sont, encore une fois, elles ont été discriminées au travail, hein, durant la maternité et même après, la grossesse et la maternité. La loi protège, mais elle n'est pas parfaite. Ce que je veux dire par là, c'est que le fait qu'on parle de ça, le fait que les hommes prennent la place, c'est-à-dire celle que les femmes, qui était assignée aux femmes, et les femmes prennent un peu plus de place dans la société, rééquilibre les choses, et les employeurs sont beaucoup plus ouverts à offrir des places
à 80% des places à responsabilité, parce qu'avant, ce n'était pas le cas, et parce qu'aujourd'hui, les hommes prennent des places à 8 ans. Bref, j'ai parlé de beaucoup de choses. Je crois qu'on pourrait parler longtemps parce que moi, ça me passionne ce sujet-là, mais je pense qu'on est dans une phase de transition et qu'on va peut-être revenir un tout petit peu en arrière pour rééquilibrer les choses, parce qu'il y a toujours des effets pervers hein, de tout mouvement hein, qu'on n'a pas voulu, mais qui sont là. Et peut-être parce que l'effet un peu pervers qu'on n'a pas voulu, c'est effectivement ce sentiment des hommes d'être désemparés de leur rôle, de leur virilité, et quelle place je vais trouver si ce n'est pas celle que j'avais jusque-là. Et c'est légitime aussi. Donc, maintenant, je vais faire appel à votre talent de traductrice. Vous allez me traduire en albanais. Merci pour ce moment. Faleminderit për këtë moment.